Il existe un type de nuit très particulier dont les gens ne parlent pas beaucoup. On a la quarantaine, peut-être la cinquantaine, la vie que l'on s'est bâtie fonctionne. Selon n'importe quel critère raisonnable, elle fonctionne. Il y a la carrière, les relations, un foyer, la trame ordinaire d'une vie qui a de la substance et une histoire. Rien n'est en feu, personne n'est en crise. Et pourtant, on reste éveillé à 3 heures du matin, les yeux fixés au plafond, et quelque part sous le silence, s'agite une question qui n'a ni origine claire, ni réponse évidente. Ce n'est pas une question dramatique, ni désespérée. C'est quelque chose de plus discret, plutôt du genre « Est-ce là tout ce qu'il y a ?» Une question prononcée sans panique, mais avec une sorte d'honnêteté stupéfaite, comme si une part de vous avait attendu le bon moment pour la poser et avait finalement décidé que 3 heures du matin dans l'obscurité était probablement le meilleur créneau possible. Si vous avez déjà vécu cette nuit, et la plupart des gens arrivés à un certain stade de la vie l'ont vécu, qu'ils sachent la nommer ou non, alors ce à quoi Carl Jung a consacré la majeure partie de sa carrière vous concerne directement. Non pas la psychologie abstraite, non pas la théorie, mais cette question précise, son origine et ce qu'elle cherche réellement à vous dire. Carl Jung croyait que cette question n'était pas un symptôme, il croyait qu'elle était une sonnette d'alarme, ou plutôt une sonnette à la porte. Carl Jung a eu sa propre version de cette nuit. Il avait la fin de la trentaine, au sommet d'une carrière qui avait fait de lui l'un des esprits les plus respectés de la psychiatrie européenne, collaborateur proche de Freud, homme doté d'un cabinet florissant et d'une réputation considérable. De l'extérieur, cela ressemblait à une vie au sommet. De l'intérieur, écrivit-il plus tard, il avait l'impression que le sol se dérobait lentement sous ses pieds. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne pouvait expliquer pourquoi les structures sur lesquelles il avait bâti toute sa vie intellectuelle lui semblaient soudain insuffisantes. Il savait seulement que quelque chose réclamait son attention, quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de catégorie. Et au lieu de le refouler, au lieu d'augmenter sa productivité en espérant que le sentiment passerait, il alla à sa rencontre. Ce qu'il a découvert, et ce qu'il a tenté de cartographier au cours des décennies suivantes, reste à ce jour l'un des comptes rendus les plus utiles et les plus sous-estimés de ce qui arrive à un être humain dans la seconde moitié de sa vie. Pour le comprendre, nous devons commencer par un point qui peut paraître évident, mais qui l'est rarement. Nous devons commencer par le masque. Ce n'est pas une métaphore, ou plutôt, c'est une métaphore très précise pour quelque chose de réel. Jung l'appelait la persona, empruntant le mot latin désignant les masques portés par les acteurs du théâtre ancien. Ce qu'il voulait dire par là est ceci. Dès votre jeune âge, vous avez appris. Vous avez appris ce qui était récompensé et ce qui ne l'était pas, ce qui mettait les gens à l'aise et ce qui les dérangeait. Quelle version de vous-même recevait de l'approbation et quelle version provoquait ce regard, ce léger retrait, ce changement de sujet, ce silence qui disait « pas cette partie-là, range-la ». Ce n'est pas une critique de la façon dont vous avez été élevé ou de ceux qui vous ont élevé. C'est une description de la manière dont tous les humains se développent dans une culture. La persona n'est pas un lanceau, c'est une solution sincèrement utile et nécessaire au problème de la navigation dans un monde social qui a des attentes, des hiérarchies et des règles non écrites sur ce que l'on doit être pour être accepté. Alors vous l'avez bâti, au fil des ans, silencieusement. Vous êtes devenu bon dans ce rôle, le professionnel, le parent, le pilier, le compétent, celui qui gère tout. Vous avez appris à mettre en avant ce qui était utile et à administrer ce qui ne l'était pas. Et à un moment donné, le rôle vous allait si bien et que vous l'aviez porté si longtemps que vous n'avez peut-être même pas noté que vous portiez un masque. Le problème n'est pas la persona. Le problème, c'est ce qu'elle a exigé de vous. Savoir faire disparaître tout ce qui ne cadrait pas avec elle. Viktor Frankl, un psychiatre qui a survécu au camp de concentration nazi et a consacré le reste de sa vie à la question de ce qui permet aux humains d'endurer l'insupportable, a écrit que la force première de la vie humaine n'est ni le plaisir, ni le pouvoir, mais la quête de sens. Et ce qu'il a observé pendant des décennies chez ses patients et à travers l'expérience d'une souffrance que la plupart d'entre nous ne fleureront jamais, c'est ceci. Les personnes qui perdent le contact avec le sens, qui vivent d'une manière fonctionnelle mais qui n'est pas vraiment la leur,
finissent par le ressentir, dans le corps, dans la qualité des heures, dans les questions qui surgissent à 3 heures du matin. La persona peut être une grande réussite, mais vous coûtez le sens de votre vie. En fait, plus vous la construisez avec succès, plus le prix s'accumule en arrière-plan, dans tout ce que vous avez dû mettre de côté. C'est ce qui est arrivé à Jung à 38 ans. La persona, brillante, respectée, autoritaire, l'avait extraordinairement bien servi. Mais elle avait exigé qu'il exile une grande partie de lui-même pour se maintenir. Ce qu'il a trouvé dans cet exil est un concept qu'une fois compris ne peut plus être ignoré. Il l'a appelé l'ombre. Je veux être Carciol ici, car l'ombre est souvent présentée comme une métaphore poétique pour vos vilains défauts, votre égoïsme, votre colère, vos pulsions moins reluisantes. Cette définition est juste, mais presque inutile, car elle réduit une idée inconfortable à quelque chose de gérable. Et l'ombre, si on la prend sérieusement, n'est pas gérable, elle est confrontante. L'ombre n'est pas vos erreurs, l'ombre est tout ce que vous avez rejeté en vous-même. Pas forcément parce que c'était mal, mais parce que ce n'était pas acceptable. Les ambitions qui semblaient trop étranges ou trop grandes pour être avouées. Le deuil que vous avez comprimé au minimum. La colère qui ne collait pas au rôle. La vie créative que vous avez rangée dans un dryhoir. La version de vous-même qui voulait d'autre chose que la version que vous avez décidé de devenir. Elle n'est pas mal. Elle est exilée. Et voici l'observation de Jung, celle qui est si difficile à supporter. Tout ce qui nous irrite chez les autres est le miroir de quelque chose que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Laissez cela immiser un moment avant de protester. La personne qui vous met hors de vous de manière disproportionnée, dont le comportement déclenche en vous une réaction bien plus vive que la situation ne semble le justifier, Jung suggérerait que le trait à laquelle vous réagissez ne vous est pas étranger. Il vous est familier. C'est quelque chose qui vit en vous, que vous efforcez de ne pas exprimer, et soudain vous voyez quelqu'un d'autre l'exprimer librement. L'intensité de votre réaction est en partie l'intensité de votre propre répression. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas censé l'être, mais si l'on s'y attarde assez longtemps, c'est reconnaissable. Dans des traditions qui n'avaient pas de contact avec la psychologie jungienne, pratiques chamaniques, pratiques contemplatives, écrits alchimiques de l'Europe médiévale, le même schéma fondamental apparaît. Les alchimistes appelaient la première étape de la transformation la nigredo, le noircissement, la phase où tout ce qui semblait solide se dissolvait dans quelque chose d'obs et d'inconnaissable. Ils ne décrivaient pas cela comme un échec du processus, ils le décrivaient comme une condition nécessaire à ce qui suivait. On ne guérit pas en ajoutant de la lumière. À un moment donné, il faut descendre dans l'obscurité et en remener quelque chose. La vie non vécue est ce que l'on porte comme un fardeau tant que l'on ne fait pas. Sur ce point, Jung était aussi direct que ses interprètes sont souvent évasifs. Il ne décrivait pas l'ombre comme quelque chose à gérer ou à réduire. Il la décrivait comme quelque chose à intégrer, à reconnaître, comprendre, inviter dans la maison au lieu de la laisser frapper à la porte, car elle continuera de frapper. L'ombre ne disparaît pas quand on l'ignore. Elle trouve d'autres chemins vers la surface. Dans des relations qui échouent toujours pour les mêmes raisons, dans l'ennui qui s'installe dans des conditions de vie qui devraient pourtant être satisfaisantes, dans la question de 3 heures du matin qui n'a pas de source évidente. La plupart des gens font l'une des deux choses suivantes quand la persona se fissure, quand le rôle commence à sembler étroit plutôt que protecteur. Soit ils la rapiècent, nouveau travail, nouvelle relation, nouvel objectif, nouvelle distraction, n'importe quoi pour restaurer le sentiment que la structure est intacte et que la question n'a pas besoin d'être répondue, soit ils paniquent. Ils vivent cela comme une crise, car la dissolution d'une identité qui a servi pendant 20 ou 30 ans ressemble effectivement à une perte. Jung proposait une troisième option. Il l'appelait l'individuation. C'est peut-être le concept le plus mal compris de toute son œuvre, car il ressemble superficiellement à un processus où l'on devient plus soi-même, dans un sens vaguement inspirant. Ce n'est pas cela. C'est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus exigeant. L'individuation est le processus d'intégration de la totalité, pas seulement des parties qui sont socialement acceptables, professionnellement utiles et émotionnellement gérables. Tout, la lumière et l'ombre, les parties autour desquelles vous avez construit votre persona et celles que la persona a exigé d'exiler,
les ambitions que vous avez avouées et celles que vous avez cachées, le deuil que vous avez clos et celui que vous avez classé sans suite, la personne que vous êtes devenue et celle que vous ne vous êtes pas permis d'être. Ce n'est pas de l'optimisation de soi. L'optimisation de soi ajoute des choses à la personne que vous avez décidé d'être. L'individuation pose une question prioritaire. La personne que vous avez décidé d'être est-elle la totalité de qui vous êtes réellement ? En pratique, cela ressemble rarement à la réinvention dramatique que notre culture associe à la crise de 40 ans. C'est généralement plus discret, une conversation que l'on ne repousse plus jamais, une vérité que l'on finit par dire, ne serait-ce qu'à soi-même, une direction que l'on prend et que l'on ne peut justifier auprès d'aucune personne, mais qui possède cette qualité spécifique d'être la vôtre, au lieu d'être une performance de ce à quoi devrait être votre vie. Jung décrivait cela comme le fait de devenir entier, plutôt que de devenir meilleur. Et cette différence est capitale, car meilleur opère toujours dans le cadre de la persona, être meilleur dans ce que vous avez déjà décidé que vous devriez être. Entier inclut ce que la persona a laissé de côté. Intéressamment, les neurosciences vont dans ce sens. Le cerveau à 50 ans n'est pas un cerveau plus jeune en déclin, c'est un cerveau différent, tout comme un arbre mature n'est pas un jeune plant qui a mal tourné. La régulation émotionnelle s'améliore considérablement. La capacité à supporter la complexité, à vivre avec l'ambiguïté sans chercher à la résoudre prématurément, augmente. La machinerie neurologique qui alimente le besoin de validation externe, cette faim sociale profonde du cerveau plus jeune, pour qui l'opinion des autres est vitale, commence à se calmer. Non pas parce qu'on a abandonné, mais parce qu'on est arrivé quelque part. Ce qui prend la place, les chercheurs le décrivent comme une prise de décision basée sur les valeurs. On ne choisit plus en fonction de ce qui sera approuvé, mais de ce qui compte réellement pour soi. C'est quelque chose que l'on ne peut savoir clairement que lorsqu'on a cessé de jouer la persona assez longtemps pour s'entendre soi-même en dessous. C'est ce que produit la transition du milieu de vie quand elle est vécue consciemment. Non pas l'absence de difficultés, mais une relation différente aux difficultés, une relation ancrée dans quelque chose de plus stable que la reconnaissance sociale. Et voici la découverte que la plupart des gens n'attendent pas, parce que la culture leur a raconté une autre histoire si souvent qu'elle ressemble à un fait établi. Les chercheurs qui étudient le bien-être subjectif ont documenté ce qu'ils appellent la courbe en U du bonheur. La satisfaction de vivre est généralement assez haute dans la jeunesse, chute nettement au milieu de la vie, puis remonte, souvent à un niveau plus élevé que tout ce qui a été rapporté à 20 ou 30 ans, à la fin de la cinquantaine, dans la soixantaine et au-delà. Non pas parce que la vie devient plus facile, elle l'est souvent, mais parce que les gens deviennent plus lucides. Le mécanisme spécifique pointé par les chercheurs est le passage de points de référence externes à des points de référence internes. On cesse de mesurer une vie à l'aune de ce que pensent les autres pour la mesurer à l'aune de ce que l'on valorise réellement. Moins de performance, plus de présence. Moins d'accumulation de choses censées signifier quelque chose, plus de construction consciente d'une vie qui signifie réellement quelque chose. Les personnes qui affichent la plus haute satisfaction de vie dans les études ne sont pas celles qui ont évité les remises en question du milieu de vie, ce sont celles qui les ont traversées, celles qui ont fait l'équivalent de ce que Jung a fait, qui se sont tournées vers l'inconfort au lieu de le fuir, qui ont posé les questions que la persona gérait péniblement, qui ont intégré assez d'ombre pour ne plus être dominés par elle. La courbe remonte pour ceux qui traversent, non pas pour ceux qui contournent. Brené Brown, qui a étudié pendant des années les données sur la vulnérabilité et la résilience, décrit ce que la plupart appellent une crise de 40 ans de manière plus précise, comme un démantèlement. Un processus nécessaire, souvent douloureux mais finalement clarifiant, de lâcher prise sur qui on pensait être pour devenir qui on est réellement. Le démantèlement n'est pas le problème, le démantèlement est le mécanisme. Ce qui nous ramène au plafond de votre chambre, à la question de 3 heures du matin. Vous comprenez maintenant ce qu'est cette question. Elle n'est pas une preuve d'échec, elle n'est pas un symptôme d'ingratitude envers la vie que vous avez. Elle est, et Jung était très précis sur ce point, le soi qui prend contact,
le centre organisateur plus profond de la psyché, la partie qui existe sous la persona et qui vous a regardé construire, performer et gérer, demande à être reconnue. Elle demande à être incluse dans la vie que vous construisez. Vous n'avez pas à tout répondre d'un coup, vous n'avez pas à tout faire sauter, vous n'avez pas à faire de déclarations dramatiques, ni à vous réinventer publiquement. Vous avez juste à arrêter de traiter cela comme un dysfonctionnement. La question ne vous demande pas de paniquer, elle vous demande d'être attentif. Elle demande si la vie que vous menez, non pas celle qui rend bien sur papier, non pas celle qui remplit les attentes que vous avez absorbées et fait vôtres avant d'avoir l'expérience pour les remettre en question, si cette vie contient assez de vous, du vrai vous, du vous tout entier, pas seulement des parties autorisées. Jung écrit peu avant de mourir que la chose la plus terrifiante était d'accepter soi-même totalement. Il a aussi écrit que c'était la chose la plus libératrice. Les deux sont vrais, c'est vrai dans le même souffle. La sonnette retentit depuis un certain temps déjà. Vous l'avez probablement entendue plus d'une fois et avez trouvé des raisons à ne pas ouvrir. C'est compréhensible. Vous saviez à un certain niveau que répondre signifierait avoir des conversations avec vous-même que vous aviez réussi à repousser. Mais vous êtes ici maintenant, vous vous posez la question, ce qui signifie qu'une part de vous est prête, non pas pour une crise, non pas pour un effondrement, mais pour le chapitre suivant et plus authentique d'une vie qui n'est pas encore finie. Une vie qui, si Jung était vrai, commence seulement maintenant à être véritablement la vôtre. Une question demeure donc, non pas la mienne, mais la vôtre, celle que vous portez en vous. Qu'avez-vous passé sous silence jusqu'ici, même vis-à-vis de vous-même? C'est exactement là que tout commence.